Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce mercredi 3 avril 2019. Tout de suite les titres. L'accès à l'eau potable et la réhabilitation de leur grande mosquée qui menace de s'écrouler sous le poids de l'âge, ce sont là les priorités du congrès de Tchobon dont l'Assemblée générale tenue ce mardi a porté une nouvelle équipe à la tête de la soirée. Badiane, l'arbitre international sénégalais Malang Diédhiou porte la voix des sans-voix pour inviter les autorités à se joindre aux efforts des populations dans la lutte pour l'accès à des infrastructures. C'était au cours des journées culturelles de cette contrée du département de Bignona qui en sont à leur 26e édition. L'actualité internationale mettra fin à cette édition, c'était le sommaire. Bienvenue à tous. Le 4 avril, c'est aussi le défi civil et il faudra compter sur une belle expression corporelle des majorettes lors du défilé du 4 avril prochain. Trouvées en pleine répétition à 48 heures de la fête, les majorettes de quelques établissements de Ziguinchor ne comptent rien laisser en rade pour relever le défi de la participation au défilé. Retour sur leurs entraînements avec Tete Lopidiata. À 48 heures de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, les préparatifs vont bon train pour un défilé exemplaire sur le boulevard des 54 mètres à la cathédrale, tout comme au collège privé Académie Platon. Ces majorettes trouvées en pleine répétition font le dernier réglage pour le défilé civil. Pour le choix, il y a au minimum 2 critères qu'il faudrait obligatoirement respecter. C'est la moyenne en classe et la discipline dans la cité même, à l'école, la discipline à l'école, la discipline à la maison, elle est suivie, et la discipline dans le travail que nous faisons. Donc, si vous remplissez ces 2 critères, la discipline et le travail, on vous accepte dans le groupe des majorettes de la cathédrale. L'objectif visé, c'est juste le fait de montrer une unité, comme le dit si bien le thème, une unité par rapport aux ethnies, qui sont notamment ici à Ziguinchor et au niveau du Sénégal. Atteindre ces objectifs a demandé beaucoup de sacrifices et beaucoup d'engagement chez les encadreurs qui sont loin de se séparer des difficultés qui ont pour nom. Bon, souvent on a des difficultés financières parce que à part quelques soutiens que nous avons par-ci par-là, souvent les enfants ont des difficultés pour compléter pour le tenue. Donc on est obligé de courir à droite à gauche. Mais je tiens à remercier aussi la municipalité qui ne nous a pas oubliés, qui nous aide très souvent. Il leur a fallu visiter les rythmes de sonorité des sociocultures Balante, Diola, Wolof, Mankagne pour tenter de relier le geste au message véhiculé par le thème. On a choisi de danser tous les rythmes sénégalais. Nous avons commencé par le rythme Wolof pour montrer que nous faisons partie intégrale du Sénégal. Puis nous sommes revenus dans notre terroir pour danser le rythme Diola, le rythme Balante, le rythme Mankagne, pour associer tout cela pour en faire un rythme sénégalais. Il y en a des rythmes qui relatent les danses des ethnies, surtout avant de finir, ils ont relaté la danse, comment dirais-je, non pas Mandeng mais Mankagne plutôt, oui. Les membres du Forum civil section de Bignona ont reçu une formation sur la participation citoyenne et contrôle citoyen de l'action publique. Ce renforcement de capacité entre dans le cadre des axes 3 et 4 du cadre stratégique du Forum civil. Le coordonnateur de la section de Bignona en a profité pour élever la voix contre le phénomène récurrent des chantiers de l'État inachevés dans le département. Abdoulaye Diallo est au micro de Lamine Badiane. Les modules qui ont été développés autour de cet atelier ont tourné véritablement sur les éléments de la participation citoyenne, le contenu de la participation citoyenne, la démarche de la participation citoyenne. Mais ensuite, il y a eu le module sur le contrôle citoyen de l'action publique. Quels sont les éléments qui la composent? Quelle est la démarche dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique? Juste rappeler que c'est une formation qui entre en droite ligne dans le cadre stratégique du Forum civil dans ses actes 3 et 4.
Comme on a l'habitude de le dire, on ne comprend pas jusqu'à présent pourquoi la construction de l'IF2 qui a démarré depuis plus de 3 ans ne peut pas finir. Ensuite, il y a le CM de Tangori Transgambienne dont la construction a démarré, mais personne ne sait pourquoi jusqu'à présent ça bloque. C'est des cas d'école qu'on a pris comme exemple. Maintenant, on a demandé au groupe qui a été divisé de choisir chaque thème pour travailler là-dessus et aider la population véritablement à ce que l'État travaille à faire en sorte que les milliards qui sont injectés dans ces infrastructures-là au bénéfice de la population ne puissent pas être des milliards jetés par la fenêtre, parce qu'on ne peut pas comprendre que la construction d'une IF, la construction d'un CM puisse rester pendant autant d'années sans être finie. Édifier les gens, édifier l'État sur où est parti cet argent, comment est-ce que ces fonds ont été utilisés et pourquoi ça tarde jusqu'à présent à être réceptionné. C'est autant d'interpellations qu'on voudrait soulever à l'endroit de l'État pour l'amener à regarder aussi comment est-ce que les milliards qu'il injecte au nom des populations, pour les populations, comment est-ce que ces milliards-là sont gérés sur le terrain. Mais aussi, nous pensons que l'État, même si c'est dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques ou bien le respect des compétences transférées aux collectivités locales, je pense que l'État gagnerait à associer les IF et les chefs d'établissement dans la construction de ces salles de classe. Parce qu'en réalité, je pense que si on les implique dans le cadre de la construction de ces salles de classe, il va sans dire qu'aucun IF n'acceptera que des écoles, des classes s'écroulent au-dessus de ses élèves, au-dessus de ses enseignants. C'est sous le signe de la continuité dans l'action qu'a démarré ce lundi 1er avril la 26e édition des Journées culturelles et économiques du village de Badiana. Jusqu'au 5 avril, toutes les facettes de la culture locale seront revisitées en plus du débat qui sera posé sur le développement de ce village de la commune de Djignaki. Le reportage est signé Lamine Badiane. C'est dans cette ambiance que s'est ouverte lundi la 26e édition des Journées culturelles et économiques du village de Badiana. L'édition 2019 est marquée par la concrétisation du projet phare retenu lors de l'édition précédente. En se quittant l'année dernière, on avait comme objectif de réaliser la clôture, le mur de clôture du poste de santé pour mieux sécuriser le poste, permettre au personnel de santé d'avoir des conditions idoines pour pouvoir améliorer la santé des populations de Badiana. Et les jeunes de Badiana, pour la plupart, se sont réunis pour, disons, esquisser des solutions qui peuvent permettre aux populations elles-mêmes de se prendre en charge en attendant que l'État réagisse dans d'autres secteurs. Auparavant, la population de Badiana, dans toutes ses composantes, avait réalisé des prouesses dans d'autres domaines sur fonds propres. Nous avons pu réaliser beaucoup de choses, des salles de classe au niveau de l'élémentaire, au niveau du CM, toutes les salles qui sont là-bas, qui sont au nombre de 9, sont le fruit des journées culturelles, même si d'aucuns les considèrent comme des abris provisoires. Mais nous avons fait avec les moyens du bord et qu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu, tout ce qui est pratiquement à Badiana est le fruit de cette organisation. Les performances de l'association des journées culturelles de Badiana forcent le respect et lui confèrent le statut de référence en matière de prise en charge locale des préoccupations des populations. Je pense que c'est un bel exemple qu'il faut magnifier et en faire bénéficier à tous les villages du Sénégal, en particulier tous les villages de la Casamance, parce que aujourd'hui, on ne peut pas attendre tout de l'État et chacun doit porter du sien pour faciliter le développement, pour faciliter l'émergence du Sénégal. Nous souhaitons que ça continue parce que c'est dans la paix qu'on peut construire quelque chose de solide. Cependant, les habitants de Badiana comptent sur l'accompagnement de l'État pour la réalisation d'infrastructures de grande envergure au profit d'une population soif d'émergence et d'autonomie économique. Nous sommes à Bignona et nous y restons. Le président de l'association des journées culturelles et économiques de Badiana, l'arbitre international Malan Diédhiou, revient sur les acquis et invite l'État à se joindre davantage à eux pour la réalisation d'infrastructures de grande envergure. Malan Diédhiou que nous écoutons.
Je crois que c'est ça la force du village de Badiana. Ici, qu'on soit fonctionnaire ou pas, qu'on soit paysan, qu'on ait un autre métier, tout le monde se retrouve dans ce que nous faisons. Même les vieux qui ont 80 ans aujourd'hui participent, contribuent à la même hauteur que nous autres. Nous avons, créé ce qu'on appelle une carte d'accès. Et cette carte d'accès est en réalité notre participation, contribution personnelle chaque année à la réalisation de ces projets. Cette carte, nous la vendons à 3 500 francs. Alors nous n'avons pas des moyens qui nous permettent quand même de faire des réalisations d'un coût élevé, assez élevé. Nous y allons avec nos moyens, nous réfléchissons et nous allons essayer avec les moyens, nos moyens de faire ce que nous pouvons. Maintenant, si l'État nous vient en aide, ce sera alhamdulillah. L'extension du réseau électrique, parce que nous avons l'électrification, le village est électrifié depuis assez longtemps, mais il y a certains quartiers qui n'ont pas encore accès à cette électricité. Il y a aussi que depuis 2 ou 3 années, nous avons ici lancé un cri du cœur pour que l'État nous vienne en aide, parce que de l'autre côté, la salinisation de l'eau a fini par gagner les puits, ce qui fait que les populations sont aujourd'hui victimes d'une tension artérienne assez élevée. Et c'est la raison pour laquelle nous sollicitons l'aide de l'État pour que le forage qu'on nous a promis depuis quelques années, qui doit être à Djinyaké, que ce forage-là puisse être mis en service. Mais l'autre problème que nous avons, c'est le problème du réseau Orange, qui n'est pas stable du tout ici à Badiana. Et depuis lors, nous avons toujours essayé de savoir le véritable problème. Personne parmi les autorités en charge ne peut nous dire exactement voilà le problème du village de Badiana. Ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas d'amélioration depuis des années. Nous attendons l'État du Sénégal sur ces 3 questions, sur ces 3 préoccupations majeures. Pour le reste, nous faisons, nous, de notre mieux pour aider les populations à améliorer leurs conditions de vie et d'existence. À présent, direction Tchobon, l'accès à l'eau potable, tout comme l'état de dégradation trop avancé de la grande mosquée préoccupe le congrès de cette contrée du Blouf. L'édition 2019 de ce rendez-vous des fils de ce terroir est marquée par le renouvellement de l'équipe dirigeante de la Sorée. Le compte rendu est signé Chatediane Sissé. Un congrès doublé d'une assemblée générale, ça n'arrive que tous les 4 ans dans le village de Tchobon, dans la commune de Kartiak. C'est le cas pour l'édition 2019 de ce rendez-vous historique des fils de cette contrée du Blouf, qui donne l'occasion de passer en revue l'ensemble des réalisations de l'équipe sortante, dont le président vient de boucler 10 ans à la tête de la Sorette. Nous avons pu réaliser un bâtiment de 4 classes au niveau de l'école primaire Sékou Dianko Diédioum. Et nos partenaires sont venus encore réhabiliter d'autres salles de classe. L'État du Sénégal, par le biais de l'inspection d'académie, a également réalisé 5 classes au niveau de cette école. Le CEM de Tchobon, d'abord que nous avons construit avec nos propres mains, d'abord en poto-poto, mais avec l'appui aussi des partenaires, nous avons pu réaliser d'autres salles de classe aujourd'hui. Il nous reste peut-être une salle de classe pour en tout cas résorber le problème d'abri provisoire. Il y a aussi l'école franco-arabe qui également a été entièrement construite par des partenaires et par le conseil municipal. La maternité, une maternité moderne, une maternité qui vraiment, presque on va dire dans toute la région, on ne peut pas avoir une maternité de ce genre. L'accès à l'eau potable est l'une des préoccupations majeures de l'heure dans cette contrée où les femmes souffrent et souffrent encore, malgré l'existence de ce forage qui majestueusement surplombe le village, sans servir aux populations. Nous avons toujours des problèmes pour accéder à l'eau potable, surtout l'année dernière. Cette année, le même problème s'annonce. Nous sommes vraiment fatigués, les robinets sont là, mais l'eau ne coule toujours pas. Nous attendons de l'aide. Autre préoccupation des habitants de Tchobon, c'est le sauvetage de leur grande mosquée construite entre 1971 et 1972 et qui s'écroule petit à petit sous le poids de l'âge.
Et l'alerte sonnée par l'imam Ratib, et non moins Khalife général du Blouf, est plus que révélatrice d'une urgence d'agir. Nous avons des problèmes au niveau de la mosquée, surtout pendant l'hivernage. La dalle de la mosquée ne parvient plus à retenir l'eau. Parfois même la terre nous tombe dessus, le plafonnage s'est gâté avec ça. Est-ce que cette année on peut même prier dans cette mosquée pendant l'hivernage? Nous demandons à l'État de nous financer pour qu'on puisse finir notre projet de construction. C'est tout naturellement que ces 2 points figurent parmi les priorités pour la nouvelle équipe qui devrait présider aux destinées de la Sorette les 4 prochaines années. Rappelez que ce congrès de l'Association des ressortissants de Tchobon, édition 2019, avait comme parrain M. Tunturung Mané, fils du terroir, éminent et enseignant, qui a fait la fierté de ce village et dont le comportement devrait inspirer les jeunes générations de Tchobon. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Nous l'ouvrons au Mozambique. Début de la vaccination, 900 000 doses contre le choléra. Et puis, Bouteflika parti, les Algériens attendent plus. Et puis enfin, au Venezuela, l'immunité de Juan Guaido levée. Au Mozambique, le choléra a tué 2 personnes, 1500 autres sont contaminés, des chiffres confirmés par l'Organisation mondiale de la santé qui a annoncé le lancement de la campagne de vaccination. Selon l'OMS et les autorités locales, 2700 personnes souffrent aussi de diarrhée, conséquence des inondations catastrophiques engendrées par le passage du cyclone tropical Idai le 14 mars dernier. 900 000 doses d'un vaccin oral contre le choléra sont arrivées à Beira et doivent commencer à être administrées. Les agences des Nations Unies comme l'UNICEF vont faire le possible avec les autorités pour endiguer la propagation du choléra. Mais malgré les secours et l'aide humanitaire venue du monde entier, des centaines de milliers de sinistrés vivent dans des conditions très précaires, dans des zones noyées d'eau sale. Les pluies diluviennes et les vents violents du cyclone Idai ont officiellement fait 598 morts au Mozambique et 268 morts au Zimbabwe. En Alger, célébration dans les rues, drapeaux, musique, feux artificiels. Cette fois-ci, les Algériens y croient. Milliers d'entre eux ont accueilli la nouvelle de la démission du président algérien Abdelaziz Bouteflika avec joie et soulagement après 6 semaines de contestation pacifique et les pressions exercées par l'armée. Les Algériens se réveillent donc pour la première fois depuis 20 ans sans Bouteflika à la tête du pays. Mais ils ont un autre objectif en tête et ne se contenteront pas du départ d'un seul homme. Bouteflika, qui en février entendait encore briguer un 5e mandat, a donc avisé officiellement mardi soir le Conseil constitutionnel de la fin de son mandat de président de la République, quelques heures avant le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, qui avait déjà demandé cette démission, avait réuni tous les plus hauts gradés de l'armée. Des images de Bouteflika affaibli en fauteuil roulant, remettant sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel ont été diffusées à la télévision nationale. C'est désormais Abdelkader Ben Salah, 77 ans, président du Conseil de la Nation, chambre haute du Parlement, qui assure l'intérim. Il est chargé d'organiser une élection présidentielle dans un délai maximum de 90 jours. Au Venezuela, Juan Guaido n'est plus protégé par son statut de député. L'Assemblée constituante vénézuélienne acquise au régime de Nicolas Maduro a levé l'immunité parlementaire de l'opposant. On vote à main levée répondant à une demande de la Cour suprême. La poursuite de la procédure pénale est ainsi autorisée formellement. Il y a un peu plus d'1 mois, l'opposant reconnu en tant que président intérimaire par une 50aine d'États avait voyagé dans plusieurs pays alliés d'Amérique du Sud. Difficile de prédire la suite des événements tant la crise vénézuélienne s'est internationalisée. Les États-Unis menacent de représailles si Juan Guaido venait à être arrêté. Mais une chose est sûre, la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver. Lundi encore, des milliers de Vénézuéliens ont tenté de forcer les barrages pour se rendre en Colombie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur les www.gms.sn. Au revoir.